ben, merci à tous d'être là aussi nombreux. Déjà, je vous présente Thibaut Vermeau et Alex Sinker. J'avais peur qu'ils n'applaudissent pas, parce que parfois quand les gens applaudissent pas, c'est toujours un peu gênant. Ça dépend si tu mérites en fait. On dirait que tu mérites. On va parler de Crimi. Alors, c'est pas le premier livre où on voit vos deux noms sur la couverture, mais c'est un projet un peu différent du précédent. Colorado Train, c'était Alex qui adaptait un roman de Thibaut. Là, vous aviez décidé de bosser ensemble dès le début. Est-ce que tu peux nous dire, Thibaut, à quel moment tu t'es dit « faut que je fasse une BD avec Alex » ? En fait, j'avais écrit le roman qui s'appelait à l'époque Tout le monde est devenu un assassin, qui est une phrase qui, je crois, revient dans la BD, hein, il me semble. Et donc, il parlait de cette histoire de Fritz Lang tournant M. le Maudit. En fait, j'avais commencé à écrire un papier universitaire à l'époque sur Fritz Lang et sur M. le Maudit. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à fouiller un petit peu, à développer ce papier universitaire, dont je me suis dit à un moment donné que j'allais le transformer en roman. Et puis, le vrai déclic, en fait, ça a été une interview de Fritz Lang par William Friedkin en 1972. J'ai déjà dit, hein, ça. Oui, mais tu dis au lecteur. Voilà, donc en 72, Friedkin va à Los Angeles chez Fritz Lang pour lui poser des questions juste sur sa carrière, y compris la période allemande, parce que aux USA, Lang était plutôt connu pour sa période américaine, évidemment. Et à un moment donné, Fritz Lang commence à parler de sa fuite de Berlin, et de sa fuite du Berlin, de l'Allemagne devenue nazie. Donc on est en 1933 à ce moment-là. Et la façon dont il en parlait, en fait, il devait être minuit et demi, 1h, quelque chose comme ça, quand j'étais en train de regarder la vidéo. Et à un moment donné, je me suis aperçu que le temps avait perdu toute signification et que j'étais vraiment pendu aux lèvres de ce que racontait Fritz Lang. Et je me suis dit, voilà, c'était la scène du train. Donc il raconte dans le train, il est dans le train Berlin-Paris, et en fait, il entend la police allemande toquer de compartiment en compartiment, et bizarrement, personne ne toque à son compartiment, et jusqu'au moment où le train arrive à Paris, il se demande s'il va vraiment arriver vivant en France. Et personne ne frappe au compartiment. Donc il en sort et il sait pas comment. Et il raconte ça. Et moi, j'étais vraiment suspendu à ce qu'il racontait. Je me suis dit, voilà, je tiens ma dernière scène de roman. Et donc j'ai commencé à écrire ce roman-là, à l'époque, par la fin. Il s'est passé 1 an entre la première version et puis la 3e, 4e version. Et à un moment donné, j'étais allé chez Sarbacane, c'était pour signer des exemplaires, je crois, de la course dans les nuages, quelque chose comme ça. Et je parle rapidement de ça à Frédéric Lavabre, de ce projet. Je lui ai dit, je crois que je tiens quelque chose et que je pourrais te le proposer comme scénario de bande dessinée. Et Fred me dit, ok, envoie, je lui envoie. Il a vraiment apprécié le texte et il me dit, tu vois qui comme dessinateur? Et j'ai dit Alex, personne d'autre en fait. Et Frédéric Lavabre à ce moment-là me dit, Alex, tu sais, il est très pris, il a beaucoup de projets en cours, etc. Et 10 jours plus tard, il m'appelle, il me dit, c'est bon, on le fait. Alex arrête toutes affaires cessantes, ce qu'il était en train de faire, et c'est parti pour Crimi. Voilà. Donc moi j'étais ravi. Vraiment, j'étais enchanté d'avoir lancé d'avoir eu l'idée de lancer ce projet-là. Voilà. Thibaut parlait de ses travaux universitaires, mais il se trouve que tu as fait une thèse sur l'intermédialité entre le cinéma et la BD. Donc là, ça tombait un peu parfaitement pour toi, ce projet. Oui. Merci d'aider à développer le sujet. Voilà. Il y avait beaucoup de choses que tu aimais dans ce projet. Oui, en gros, ce qui m'intéressait, c'était d'une part le texte de Thibaut qui était très complet. Donc moi, je me suis posé quelques questions au début sur la véracité des faits qui étaient présentés. Donc je commence à lire son scénario. C'était quand même 100 pages, un document Word de 100 pages, donc l'équivalent d'un roman. Et très rapidement, il dit, tiens, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc je prends mon téléphone, j'appelle mon frère. Non, il était mort déjà. Et j'appelle mon frère et je dis, bah, tu savais qu'il avait blanchi le sable d'une femme dans la lune au lance-flamme? Il me dit, bah non, c'est quoi, c'est des conneries. Et j'appelle Thibaut derrière et Thibaut me dit, non, ça c'est de la création. Il y a une partie fiction, une partie réalité, donc des vraies anecdotes de tournage. Mais Thibaut me dit, il y a des choses qui sont pas vérifiables, mais on peut pas les nier non plus. Et là, je trouvais le parti pris super intéressant. Et je me dis, bon, je pars sur cette base, et moi, je vais vraiment faire un travail de mise en scène. Je garde vraiment l'histoire de Thibaut, et un travail de réflexion sur
l'image dessinée et l'image cinématographique. Donc, ce que tu me disais justement par rapport à ma thèse, comment représenter certaines choses du cinéma dans l'image, mais comment aussi au sein de certaines planches, comme ce qu'il y a là-bas, donc les planches en jeu de loi, comme ça, comment mettre en avant ce que peut faire la bande dessinée et ce que ne peut pas faire le cinéma. Donc des séquences fermées comme ça, tu vois? Où en fait, on n'est pas sur des séquences qui vont permettre de tourner la page, mais des instants fermés sur 2 pages. Mmh. La fin de la séquence, c'est au centre de l'image. On n'ouvre pas sur autre chose. C'est un flashback avec un temps donné, une capsule temporelle, fermée. Donc c'est plein de réflexions que j'ai pu me permettre puisque j'étais pas scénariste. OK. Tu vois? Là, c'est Parce vraiment que le tu parlais dessinateur tout à qui l'heure travaille, du point de départ qui était un document Word de 100 pages, donc c'était pas techniquement encore une forme de scénario. Vous l'avez construit à 2 du Non, coup mais cette, la différence avec Colorado, c'est que Thibaut m'avait dit: «J'aimerais bien un jour que tu respectes mon travail». Et non, mais c'était un peu ça, parce que l'idée de Colorado, c'était bon, moi, il me faut un prétexte pour travailler sur les hobos, il me faut un prétexte pour travailler sur le grunge, Mmh. sur tout ça. Je me dis, tiens, bah, le scénario de Thibaut s'y prête très bien. Je garde le fil, je supprime les personnages, je réécris des dialogues, et je vais garder ce fil comme un fil à linge sur lequel je vais attacher mes propres. OK. Tout ce que j'avais sous le coup, tu vois, le travail de certains photographes comme Polaroid Kit, comme tout ça. Et là, je disais, bon, c'est l'histoire de. Je me suis dit, c'est l'histoire de Thibaut, je la conserve. Mmh. Je me pose pas plus de questions. Donc mes recherches sur Fritz-Lang, ça va juste, rester de moi, je vais revoir des films, je vais revoir, Les Espions, je vais revoir un peu Mmh. son travail dans le film noir, mais je vais pas aller plus loin dans mes recherches, historiques. OK. Je lui fais confiance. Ce Donc parfois, je me posais des questions, comme quand j'appelais mon frère, mais elle me dit: «Bon, c'est le travail de Thibaut Mmh. sur, son travail sur le male gaze, sur la place des femmes dans son travail, tout ça. Je me pose pas la question, c'est lui qui répondra à ça, si tu des questions là-dessus. Mais moi, je vais vraiment faire, le travail du dessinateur, tu vois? Et je me suis vraiment fait plaisir, interroger les images cinématographiques et dessiner et les faire dialoguer. C'était la première fois que tu bossais avec un co-auteur? Ça t'a Lui, interrogé au début ou pas du tout vu que tu connaissais déjà Thibaut, je connaissais déjà Thibaut et son univers, souvent le Thibaut le dit, c'est quand on a le même âge, Mmh. grosso merdo, et à un an près, quoi, tu es 85? 85, ouais, c'est Ouais, ça. je suis 86, je suis plus jeune. Et Tu plus jeune. mais voilà, on a des références communes. Alors, il en apporte, j'en apporte aussi, mais ça va, on s'entend assez bien. OK. Donc c'est la première fois que je travaillais avec un scénariste, mais on avait quand même, on Un s'était vrai senti bagage un commun. peu, ouais, puis on s'était senti un peu sur La Route froide, qui était un roman, Mmh. que j'avais illustré. Sur, Colorado, il m'avait vraiment fait confiance et j'avais pas eu de critique derrière, mes choix d'adaptation, et je trouvais que c'était une bonne façon de lui renvoyer l'ascenseur aussi, en acceptant, son univers. De lui faire confiance du coup sur son Ouais, écriture. complètement. Et toi, tu avais des points visuellement auxquels, tu voulais inciter auprès d'Alex ou? En général, il paraît que j'ai une écriture plutôt visuelle, donc oui, j'imaginais des choses. Après, il y a des séquences, et elle est très bien rendue, dans Krimi, quand Fritz Lang arrive dans ce grand hangar à Zeppelin et dit, «Il me faut pas une ville à un étage, il me faut une ville à au moins 3 étages» parce que, on parle de mégapole, d'une grande ville quand même. Alors que, la caméra filmait juste, voilà, dans le champ. Mais non, lui, Fritz Lang, il voulait vraiment du démesuré. Alors ça, c'est une invention pour le coup, cette anecdote-là, mais il y a déjà un truc visuel qui est induit par ça, le fait que, il veut du grandiose, du démesuré, et c'est comme ça, constamment. Après, il y a le personnage de Hans, par exemple, qui lui aussi est hiératique, mais pourtant super intéressant, et puis qui est assez visuel aussi, qu'Alex a parfaitement rendu. Donc il y avait quand même pas mal de, en tout cas, enfin, pour répondre autrement à la question, quand j'ai déjà lu le storyboard, puis que j'ai vu, les planches sortir, je me disais: «C'est ça». Mmh. Mmh. Ça s'est imposé directement. Ouais, ouais, ça s'est vraiment imposé. C'est en ça qu'on a vraiment été complémentaires. Autant, Alex dit qu'il a pas mis en question mon travail, autant moi, quand je vois ce qu'il a sorti, heu, à aucun moment j'ai eu de critiques à faire, ou à aucun moment j'ai eu de déception en me disant: «J'aurais imaginé les choses autrement». Parce que j'accepte aussi, et je pense que Alex c'est pareil, que, l'autre s'empare de ce que j'ai fait pour le transformer, et sachant que c'était pas la première fois qu'un de mes textes était adapté par Alex ou qu'il illustrait un de mes textes, je savais à qui j'avais affaire aussi. C'est-à-dire que, quand il le fait, Alex, je sais que ce sera de super qualité, mais vraiment. C'est gentil. Mais
il y a aussi une facilité à travailler avec Thibaut. Parfois, je discute avec d'autres auteurs. Que de fleurs, quelqu'un des fleurs Ouais, qu'on c'est se clair. qu'on se les lance. On se passe la pommade. Là, moi, j'aime bien. Hein. Et Ouais, en même temps, on n'a pas eu le temps de beaucoup discuter durant les 2 années qui viennent de passer, Non. et donc, mais on sait qu'on apprécie, on reconnaît le travail l'un de l'autre, vraiment. Donc Oui. c'est bien de le dire aussi, vraiment. Et un des gros avantages de travailler avec Thibaut, c'est que c'est un scénariste qui te fout la paix, vraiment. Une fois que tu fais le storyboard, puisque je vais pas changer, une fois que mon storyboard est validé par Thibaut, par Fred, on est sur des rails. Ouais. Donc je vais pas lui faire de surprise, je vais pas changer ses dialogues, je vais pas me Il n'y a pas transformer. 15 000 allers-retours Non, sur non, chaque il y a case. pas techniquement, il n'y a pas d'aller-retour. Ok. Et mais j'ai discuté il y a pas longtemps avec un auteur qui a un scénariste avec qui c'est un peu compliqué. Mhm. C'est des allers-retours constants sur les planches, t'as quelqu'un au-dessus de ton épaule, ça je supporterais pas. Ok. Ça c'est un truc, je pense que j'arrêterai la BD, quoi. Je veux dire, parce que à un moment, tu as besoin d'avoir ton espace de liberté. Lui, il l'a eu en écrivant son texte. Mhm. Il l'a validé à partir du moment où il y a le storyboard qui a été fait, qui est une promesse que je lui fais. En fait, le storyboard, c'est une promesse qui est faite à l'éditeur et au scénariste. Mhm. À partir de ce moment-là, on me fout la paix, quoi. Tu vois, c'est ça. Honnêtement, si vous avez lu les autres bandes dessinées d'Alex, vous savez aussi que c'est un adaptateur de romans hors pair. T'aimes bien la pommade, toi. Hein. Vraiment. Non, mais on parle souvent d'un travail comme un autre. Quand j'ai lu un travail comme un autre, honnêtement, j'ai été bluffé par ce qu'il avait fait, vraiment, mais authentiquement ému en lisant la bande dessinée. Donc voilà. Ouais, t'as cette vraie qualité aussi. Quand il a dessiné le storyboard, Alex, il a pris entre 10 et 15 jours, 300 planches. 3 En semaines. fait, bon, allez, 3 semaines, voilà, mais quand même. Donc, et puis oui, j'avais pas grand-chose à redire au storyboard, donc voilà. Donc non, on sait à qui on s'adresse, en fait. Je te remercie. Ça, c'était vraiment des compliments. On va aller un peu plus dans le dur. On parlait du rôle de la vérité. Vous voulez du sang, en fait, hein, c'est ça. Évidemment. D'ailleurs, il y en a un peu dans Crimi quand même. On parlait du rôle de la vérité dans cet ouvrage-là, qui est un truc très particulier. Il y a une profusion de détails très précis, des tapisseries, des choses qui ont été, dont on peut trouver des photos d'époque. Mais il y a aussi plein d'autres choses où c'est flou. Comme tu disais, on ne peut pas les nier, mais en même temps, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez éliminées en vous disant ça, c'est pas crédible ? Est-ce qu'il y avait un espèce de contrat comme ça par rapport au lecteur, d'avoir quelque chose de cohérent ? Ou au contraire, la profusion de détails était justement un truc que vous recherchiez? Je pense qu'on peut répondre chacun notre tour à ça, parce que dans le texte, il y a un traitement particulier de la vérité, et dans le dessin, il y a un traitement particulier de la Je vais vérité commencer parce aussi. que ça va être très court de mon côté. C'est que pour ce que j'ai représenté, j'ai voulu être au plus proche de la réalité, tu vois. Par exemple, tu parles de la tapisserie avec le dragon qui est derrière Fritang, c'est un truc qui m'intéressait vachement de reproduire. Mais moi, à partir du moment où Thibaut le met, je suis réaliste dans le dessin, j'essaie d'apporter une véracité, mais mon but, c'était pas de faire un documentaire sur Fritz Lang. C'est de faire de la création, c'est ce qui m'a intéressé dans son projet. Si ça avait été la biographie de Fritz Lang, je pense que je l'aurais pas fait non plus, parce que comme ça m'arrive de le dire, la BD fait beaucoup de biographies, d'adaptations, mais souvent à la lettre. Je trouve pas ça intéressant du tout de faire des pages Wikipédia en images ou des Reader Digest de classiques. C'est pas du tout la BD que j'aime. Moi, c'est retirer beaucoup à la bande dessinée que de faire ça. Tu vois, souvent c'est des solutions de rapidité pour des gens qui veulent découvrir tel auteur ou telle œuvre. Pour moi, ça sert à rien, tu vois. Mais toi aussi, visuellement, tu joues sur des références en plus des vérités. On en parlait l'autre jour sur la façon dont tu as dessiné Goebbels, par exemple. Mon Goebbels, c'est un mélange entre le personnage de l'homme mystère dans Lost Highway et un prédicateur américain. Ouais. Donc mais du coup... Et pourtant, on le reconnaît. On sait que c'est Goebbels. Pourtant, on le reconnaît. Mais... c'est ma dispense créative là-dessus, tu vois. Mais il y a aucune volonté de faire du documentaire de mon côté, puisque le travail de Thibaut, c'était pas un travail documentaire. Vous voyez pas... Si, il y avait un truc qui m'intéressait, c'était de pas me couper d'un lectorat qui serait pas cinéphile. Ça, on en a discuté aussi, et je voulais pas faire de la BD de spécialiste. Ouais. Si les gens ont vu les films, c'est bien. S'ils les ont pas vus, je veux pas qu'ils referment le livre en se disant ça s'adresse pas à moi. Donc parfois, pour les ouvrir à ça, je proposais des séquences de films, comme des extraits de La Femme dans la Lune, des extraits d'Aime le Maudit. Mais au-delà de ça, non, j'ai vraiment voulu respecter plus le travail de Thibaut que la vérité des films de Fritz Lang ou même de la vie de Fritz Lang.
Du coup, Thibaut te suggérait des détails, toi, à inclure dans les décors? Alors Thibaut, comme il a dit juste avant, il a un travail qui est très visuel dans son écriture. Moi, son scénario de 100 pages, j'y suis allé à la machette vraiment pour, ce que j'ai éliminé, c'est des répétitions. Mmh. Que tu as des choses que tu peux faire dans le roman, donc répéter des scènes, comme c'est une lecture, dans la longueur. En BD, ton lecteur, si 2-3 fois tu répètes des scènes qui se ressemblent, il referme son bouquin, ça l'ennuie. Donc moi, c'est plus déplacer des scènes, trouver des mises en scène sur certains dialogues qui pouvaient, happer le lecteur. C'est se dire: «Bon, ce dialogue-là, il est un petit peu long, mais il est vachement important, mais il faut pas que le lecteur passe à côté, donc tiens, je vais le placer pendant un match de boxe». OK. Tu vois, la boxe permet de ponctuer avec, les images, ce que, 2 têtes qui parlent n'auraient pas fait. Tu orientes le lecteur est en permanence dans ta tête quand tu Ouais, ouais, ouais. OK, d'accord. Ouais, c'est pour ça que je travaille sur des carnets parce que déjà, on a le support livre Mmh. et je vois quand ça devient allongé. OK. Très rapidement, je vois quand, mon lectorat alpha, se dit: «Ouais, mais il a envie de refermer», je le vois soupirer, je vois Mmh. là, c'est pas bon signe, quoi. Donc c'est qu'il y a un problème dans ma mise en page, qu'il y a un problème dans ma mise en scène ou c'est que c'est un peu trop longué dans l'écriture. Et donc Thibaut, ton côté à toi de la vérité? Et ben, mon côté à moi, la vérité, mon rapport à la vérité dans ce texte-là a été le rapport de Fritz Lang à la vérité. Parce que très rapidement, quand on s'intéresse à la biographie de Fritz Lang, on s'aperçoit que quand il raconte un événement, il y a toujours 3 ou 4 versions possibles, 3 ou 4 hypothèses possibles à tel ou tel événement. Et c'est pour ça que j'avais commencé le manuscrit à l'époque, et c'est à peu près comme ça que commence la bande dessinée, par cette histoire de l'œil. En fait, Fritz Lang fait partie des borgnes d'Hollywood. Il y en a plusieurs, hein, des borgnes à Hollywood, et il y en a beaucoup d'origine allemande, accessoirement. Euh, et en fait, quand on se penche sur cette histoire de perte d'œil, on trouve 4 hypothèses. Premièrement, il a eu une maladie de la cataracte, comme Hannibal quand il a envahi, quand il a traversé les Alpes sur un dos d'éléphant, d'ailleurs, c'est exactement le même principe. Il a eu une maladie de la cataracte et il a perdu un œil avec ça. Il a pris un éclat d'obus pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il a servi pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est une des théories euh, admises. Une autre théorie, c'est qu'il a une caméra qui lui a explosé à l'œil pendant qu'il était en train de tourner une scène de Metropolis. C'est la troisième théorie. La quatrième théorie, c'est qu'il n'est pas borgne du tout et qu'en fait ses deux yeux fonctionnent parce qu'en fait, sur diverses photos de l'époque, il y a une alternance. On le voit poser sa caméra comme ça ou comme ça en fait. Donc, c'est absolument crédible. Donc, et lui ne donne pas la solution. Et il ne donne jamais la solution. Et en fait, quand vous avez affaire à un personnage qui a un rapport à la vérité qui est aussi flou, c'est une matière romanesque géniale. Donc vous pouvez vous en servir vraiment pour dresser beaucoup d'hypothèses pour tous les creux biographiques de la vie de Fritz Lang. C'est-à-dire que sa première femme est morte à cause d'un coup de feu. Qui a tenu le pistolet? Voilà. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est Lang? Est-ce que c'est Thea von Arbou, sa scénariste avec qui il couchait à ce moment-là, parce que sa femme est entrée en pleine action dans l'appartement? Est-ce que c'est Thea qui a pris le pistolet et qui a tiré? Moi, c'est l'hypothèse que je donne à la fin, mais elle est aussi crédible que les autres. Voilà, donc vous pouvez vraiment tirer des vérités différentes de chaque élément de creux biographique. Et au-delà de ça, chaque page du manuscrit que j'avais écrit à l'époque était aussi documentée. C'est-à-dire que j'ai fait un travail de documentation, je vais pas vous dire monstrueux, mais vraiment systématique en tout cas pour n'importe quelle scène écrite. Et donc chaque scène qu'il y a dans la bande dessinée possède un creuset réel. Mais le creuset est réel, mais la transformation, l'aboutissement de la scène, par contre, est d'une façon ou d'une autre une déviation par rapport à la vérité ou une déviation par rapport au réel. Mais dans l'interview de Friedkin dont je parlais tout à l'heure, par exemple, il dit qu'à l'époque où il a tourné M le Maudit, il raconte ça à Friedkin, Lang, il dit qu'à l'époque où il a tourné M le Maudit, il a demandé à un commissaire de l'embarquer sur une scène de crime pour voir à quoi ressemblait un vrai cadavre tout frais découvert sur une scène de crime. Cette scène-là, elle est dans la bande dessinée, mais le commissaire est devenu Loman. Loman, qui est un personnage omniprésent du début jusqu'à la fin, ce que n'a pas été le commissaire dont parlait Lang dans son interview. Donc, en fait, j'ai fait comme Lang, c'est-à-dire que j'ai pris des inserts comme ça et je les ai expansés dans toute la bande dessinée. Mais sinon, ces épisodes-là, ouais, sont racontés, sont documentés d'une façon ou d'une autre. Voilà. Quand la petite Inge veut passer le casting pour Elsie Beckman, je me suis aussi documenté sur la manière dont s'est passé le casting. Mais par contre, le dialogue
qui a lieu entre elle et Fritz Lang au sujet de la petite gamine Inge qui lui donne des indications sur comment faire apparaître l'ombre du meurtrier sur l'affiche dès le début du film. Ça, c'est absolument une invention pour le coup. Voilà. En fait, on n'en sait rien. Personne n'était dans le studio au moment où le casting avait lieu. Voilà. Mais par contre, la petite gamine existait vraiment. Elle n'avait pas froid aux yeux, a priori. Oui, sa mère l'avait vraiment laissée aller toute seule au casting. Ça s'est documenté aussi. Voilà. Donc, à partir d'un terreau réaliste, j'ai inféré des choses qui auraient pu vraiment arriver. Et donc j'ai coutume de dire qu'à peu près 50% de ce qui est raconté dans Crimi, c'est documenté, et les autres 50%, c'est du crédible, invérifiable. Voilà. Donc tout n'est pas vrai, mais tout est crédible. Tout n'est pas vrai, mais tout est crédible, oui. Et on peut faire un parallèle aussi sur les thématiques de l'ouvrage, parce qu'évidemment, il y a des contextes de l'époque qui s'adaptent très bien aujourd'hui et qui restent très concrets aujourd'hui, on dirait, que ce soit le populisme ou autre, mais aussi tout un truc sur la position des femmes. Alors, ce qui est très drôle, puisque tu fais dire à Thea von Harbou, qui est un personnage qui était quand même adepte du nazisme, une longue tirade techniquement féministe. Le fait d'avoir comme ça des thématiques à la fois d'époque et concrètes aujourd'hui, c'est encore une fois tourné vers le lecteur pour l'accrocher de plus en plus dans le récit. C'est compliqué, ça c'est une question compliquée, et la réponse elle est compliquée aussi. Thea von Harbou, c'est un personnage qui est très intéressant parce que oui, elle est à la pointe de ce à quoi peuvent prétendre les femmes à l'époque, c'est la scénariste la mieux payée de son époque. Voilà, par exemple. Mais en même temps, oui, elle a été entraînée sur le chemin du nazisme par son amant indien, d'ailleurs. L'Inde, à l'époque, envoyait en Allemagne des diplomates pour tester le nazisme et voir comment ça fonctionnait, pour le rédupliquer potentiellement en Inde et en faire un outil de l'indépendance de l'Inde. Voilà. Et donc Thea von Harbou est tombée amoureuse, a pris comme amant un de ces diplomates indiens qui était adepte de théories raciales. Voilà. Donc oui, elle a été entraînée vers le nazisme, et Fritz Lang est parti dans l'intervalle. Donc c'est un personnage qui est à la fois très séduisant et très sulfureux aussi, parce que bon, et je sais pas si ça, en quoi ça pourrait, comment dire, enfin, quand on se lance dans ce genre de texte et qu'on se lance dans ce genre de problématique, on doit obligatoirement quand même documenter au maximum, parce que là, pour le coup, il n'y a pas trop de place, il ne faut pas laisser trop de place à l'interprétation ou à la complaisance de l'auteur éventuellement. Par contre, au niveau du féminisme, on a tout un passage sur le fait que les femmes ne peuvent pas se promener dans la rue comme elles veulent, que les femmes vont de boîte en boîte, en fait. Elles vont d'une boutique à leur maison. Et ça, pour le coup, c'est vraiment documenté, et déjà à l'époque, en fait, c'est déjà un discours qui existe à l'époque, un discours sociologique, en fait, qui existe à l'époque, et qui est encore très contemporain, pour le coup. Voilà, je sais pas si je réponds à la question. Puis il y a d'autres pays, l'Iran par exemple, où des cas de tueurs en série ont été manipulés pour être une espèce de carcan limitant la mobilité des femmes. C'est ça, exactement. Et là, pour le coup, à l'époque, c'est vraiment ce qui se passe. L'insécurité, en fait, on s'en sert pour laisser les femmes à la maison. Un épouvantail. Ouais, c'est une espèce d'épouvantail. Il y a un traitement particulier de l'enfance aussi, hein, dans cette histoire-là. Les enfants, c'est à peu près le même principe. C'est à la fois, ils sont à la fois le symbole d'une liberté extrême et d'un danger extrême aussi en même temps. Voilà, et comment dire, les tueurs et les violeurs en série, justement, à l'époque, et dès la fin du 19e siècle, en fait, il est admis qu'ils se servent de la grande ville comme d'un endroit où on peut se servir facilement, D'un en réservoir. fait, d'un réservoir. Voilà. C'est épouvantable, hein, c'est horrible d'en parler comme ça, mais c'est une théorie quasi architecturale, en fait, de ce qu'est le viol ou de ce qu'est le meurtre en série. Voilà. En termes d'architecture, Alex, on sent dans l'ouvrage que tu t'es quand même pas mal amusé, enfin j'espère que tu t'es amusé à le faire en tout cas, mais que ce soit sur les bâtiments, sur les enseignes, sur les affiches de pub, tu prends beaucoup de choses d'époque et tu les mets là. Est-ce que toi, c'est parce que tu tiens à représenter pas seulement l'aspect populiste de l'époque, mais aussi tout ce qu'était cette ville, tout ce qu'était cette Allemagne des années 30? Alors, il y a plusieurs niveaux. Par exemple, la maison de Fritz Lang, très Bauhaus, comme ça, c'est un truc
que je voulais représenter, c'est quelque chose qu'on a vu à Berlin et qui casse un peu cette image très gothique qu'on a du cinéma de Fritz Lang. Où là, on s'aperçoit que, ouais, en fait, c'était hyper moderne et c'était très avant-gardiste, le Berlin des années 20. Mais j'ai beaucoup traité le décor de Crémy comme un décor de cinéma. Donc on le voit dans la ville, et la ville que je représente le plus, c'est cette ville qui est, Cette fausse ville, qui est finalement. la fausse ville de Fritz Lang, à qui je donne trois doubles planches. Et sinon, on est sur des ambiances très, très vaporeuses, très brumeuses, où on distingue les immeubles par couches successives, comme un décor de cinéma. Moi, c'était vraiment l'artificialité de la ville que je voulais superposer à l'artificialité du texte de Thibaut, tu vois. On est sur un texte qui est potentiellement faux, donc potentiellement fabriqué, donc je voulais faire une ville qui soit fabriquée. Sur la couverture euh, de Crimi, la ville qu'on a derrière, c'est des patterns, c'est des motifs que j'ai repris dans De décor. les décors de Métropolis, tu vois. J'ai regardé un petit peu quel type d'immeuble ils avaient et comment les représenter, et j'ai repris ces motifs parce que ce qui m'intéressait, c'était du cinéma. Nous, on offre, enfin, pour moi, Crimi, c'est du cinéma, c'est du roman. Et voilà, mon rapport à l'architecture, c'est quelque chose de faux, c'est du carton-pâte. Cette Alors, couverture, d'ailleurs, c'est presque la première case de la BD, Oui, mais pas tout à fait. pas tout à fait. Et je pense que c'est une couverture où, si on n'est pas du tout au courant du contexte du livre, ça donne une image d'un espèce de défilé de personnages comme ça, invraisemblable. Ce que disait Thibaut tout à l'heure, il dit, ouais, on a un freak show comme ça. Mais c'est ça, Mm. il y a un côté free show, il y a Ouais, un côté carnaval presque. C'est volontaire aussi d'avoir cette couverture comme ça qui en dit pas trop. Alors, c'était pas ma volonté. elle en dit beaucoup, mais en allemand. Mais en fait. ils m'ont convaincu après, parce que moi, quand je bosse une BD, je suis la tête dans le guidon pendant 2 ans, c'était énorme en termes de quantité de travail pour moi, et j'ai plus le recul suffisant à la fin pour la couverture. Ouais. Et tu vois, c'est quelque chose, j'en ai discuté avec Fred, j'en ai discuté avec Lucas, parce que j'avais proposé une couverture qui est celle-ci, excuse-moi, qui était beaucoup plus détaillée, qu'en disait trop en fait. C'est beau. Quand on disait trop. Et Lucas m'avait dit, ouais, mais tu vois, il y a deux écoles pour les couvertures. Il y a soit les couvertures à la Tintin, où on a un résumé de la BD, et c'est pas forcément la meilleure idée. Et Fred avait flashé sur ce qui était censé être la 4e, qui est devenue la première vignette de la BD. Et c'est celle-là que j'ai travaillé, donc je l'ai encore plus travaillé, puisque tu vois, les journaux, c'est dit Lugan, c'est les mensonges. Donc on a plein de petits détails comme ça à l'intérieur. On a le ballon de Métropolis, on a le flic, on a aussi cette femme qui est potentiellement Thea von Arbus, cet archétype un petit peu de ce qu'est la scénarii de Finalement, Fritz c'est Lang. presque casting et presque affiche de film. C'est ça. La couverture. Enfin, encore C'est une ça, fois, et en même temps, une image qui est indépendante, sans titre. Tout à l'heure, il y a un lecteur qui me dit, on dirait une des belles feuilles de l'album qu'on a. Justement, ça tranche un petit peu avec toutes les couvertures qu'on trouve, et c'est un truc qui m'intéresse Et depuis. Lang, il est là, c'est-à-dire qu'il est dans le coin. C'est ça. Il est vraiment excentré. Au niveau architectural, j'aurais un mot à Vas-y. rajouter. C'est moi, ma référence quand j'ai créé mon Berlin dans Tout le monde est devenu un assassin, puis qui est devenu Crimi. Ma référence à moi, c'était les fragments de Walter Benjamin. Donc, avec le centre qui est le Tiergarten, qui était à la fois l'ancien jardin impérial de Berlin, mais qui était aussi envahi par les chômeurs de l'époque et tous les clochards. Donc, un lieu qui était devenu très brumeux aussi, là, en termes de frontières. Et les fragments, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à une géographie complète. Donc là encore, on a affaire à même dès le texte de base, c'est une géographie qui est fantasmée, en fait. Mon autre référence de ville, c'était le Vienne disparu de Stefan Zweig. Voilà, mais le Vienne disparu. C'est-à-dire qu'il n'existe plus. Voilà. Donc une autre architecture fantasmée. Voilà. C'est marrant parce que dans l'extrait que j'ai mis en exergue de l'album, au début, j'avais choisi Robert Desnos parce qu'il y avait cette idée de fantôme. Oui. Et il y avait Benjamin aussi qui était Ouais. dans ma liste. Ah J'ai choisi Desnos parce qu'il y avait vraiment ce côté de personnage qui t'accompagne partout. Et c'est vrai que ce côté fantomatique des villes, c'est assez chouette. Hein. Et j'ai une dernière question sur un truc un peu particulier dans l'ouvrage. Alors certes, le film a été évidemment tourné en allemand, mais l'allemand est très présent dans l'album. Les titres de chapitres, certains passages. Pourquoi avoir mis autant
l'extrait en langue allemande. C'est la faute d'Alex. Moi, La c'est faute d'Alex. Ça y est, on sait. Mais dans tous mes albums, j'ai ça. Hein, dans Panama, j'aime bien jouer avec la langue, j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien ce côté des paysans, à la fois des paysans, on a un seul mot, hein, des paysans de l'allemand, du yiddish, tout ça qui C'est vrai qu'il y a apparaissent. du yiddish aussi. Bah, ça crée en fait une atmosphère. Une musique. Moi, ça Ça- m'a ça- absolument pas dérangé. Non, hein. mais justement, c'est une musique, c'est pas censé être des informations utiles au lecteur, mais ça peut apporter Et cette pourtant, il y a ambiance, une la atmosphère. traduction à la fin des titres de chapitres, par exemple. Oui, Est-ce qu'il y avait besoin de cette traduction finalement? Ah, c'est pas une traduction, en fait. Les titres de chapitres français sont ceux que j'avais écrits à l'origine et qu'Alex a traduit après, en fait. Ok. comme souvent c'était des titres qui étaient assez énigmatiques, Mhm. je me suis dit pourquoi les garder en français? Autant les mettre dans une langue que personne ne comprend. C'est ça, comme ça. Tant qu'elle est rendue l'énigme, énigmatique. Hein. Et au moins je peux l'écrire en gothique et ça donne quelque chose de Tout visuellement. pour la typo finalement. Limite, ouais, mais après c'est mon côté dessinateur. Moi j'étais dessinateur dedans, donc j'ai pris des libertés. Mais il y a d'ailleurs t'as des typos qui sont très efficaces dans l'ouvrage. Alors, on en parlait en termes de maquette ou autre. Il y a des onomatopées, des sons comme ça qui sont très forts en termes de typo. Il y a aussi ces petites acrostiches de numéros de page aussi. Je ne sais pas si le maquettiste ou la maquettiste est responsable Ça, des c'était, parages, mais. en fait, quand on est parti à Berlin avec Alex, hein, on s'est inspiré des immeubles berlinois. Et notamment, on fait pas mal de photos et sur les marges, en fait, les flèches et puis ce système. C'est bien des plaques Il y émaillées. avait des plaques émaillées qu'il y avait sur les interphones, en fait. Ok. Et donc, c'est vraiment, on s'est amusé à vraiment, alors sans en faire trop non plus, parce que c'est pas un livre années 30, c'est un livre contemporain, mais on s'est amusé à, voilà, les gros récupérer des choses comme ça. Le logo de Sarbacane, par exemple, ça reprend un espèce de logo qu'on a vu. Ouais, c'est l'UFA, c'est. Voilà. Oui, c'est ça. Et on a repris cette dimension un peu années 20. Et voilà, il y a tout ce jeu aussi avec le lecteur. C'est-à-dire qu'on est vraiment plongé dès les premières planches, de par la mise en page, de par le papier aussi, le choix de papier, le volume du livre, etc. Dans un livre qui est pas un livre de 1930, c'est une BD de 2025, mais pour autant, on s'amuse à jouer avec le lecteur, etc. Pas créer une fausse patine, mais une identité. Ouais. Et idem pour le titre, la typo de titre. Moi, j'avais un problème. J'ai toujours un problème quand il y a trop de typos sur le même livre. Ok. Tu sais, donc, comme cette typo fonctionnait très très bien, je me suis dit, j'ai des onomatopées à créer. Mhm. Pourquoi ne pas reprendre cette typo ça fait sens, tu vois, pour moi d'avoir la typo du titre et qu'on retrouve cette typo à l'intérieur qui fonctionnait bien sur sur le pan par exemple, Mhm. sur le wagon, la construction du wagon, sur le action qui sort comme ça. J'ai demandé à Morgane, qui s'occupe justement des maquettes aussi, de me faire les lettres qui me manquaient justement et elle me les a fait et ça fonctionnait très bien. Mais je voulais pas avoir 36 typos, 36 lettrages différents au sein de l'album. Je voulais quelque chose qui se tienne quand même. Et la typo, elle est inspirée d'un bouquin que j'ai vu dans une librairie polonaise, dans livre des années 30, dans lequel j'ai pris en photo, on l'a retravaillé, et j'ai trouvé super parce qu'en fait, les i, par exemple, ils sont coupés comme ils avaient été coupés au ciseau. Donc c'est pour faire référence aussi, à la fois c'est une typo des années 30, mais reprise, retravaillée, mais ça reprend aussi l'idée de quelque chose qui est coupé avec des ciseaux comme le Donc il y a évidemment une scène de ciseaux. Le diable se cache dans les détails. Les détails, toujours les détails. Est-ce que ça d'entre vous ont des questions? Vous êtes très intimidant. Non, je pense que c'est très complet ce qu'on a dit. Voilà. Et ben voilà. On va conclure là-dessus. Mais merci à tous les deux d'être venus nous parler de. Eh ben, merci. Merci. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez des planches originales tirées de l'ouvrage qui sont dans la petite salle juste là-bas. Et puis sans ça, moi je vous propose qu'on trinque à la santé des deux auteurs.